Bienvenue à toutes et à tous. Se frayer un chemin dans le flux constant d'infos économiques, surtout pour une région aussi complexe que l'Afrique centrale, c'est parfois un vrai casse-tête. Ah oui, clairement. Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'économie de la République centrafricaine, la RCA. Imaginez un pays où les exportations couvrent à peine 15% des importations. On va regarder ça de très près. Hmm. Notre mission, décortiquer un peu les données commerciales de la RCA en se concentrant sur des produits très quotidiens comme les plastiques, les détergents. Oui. Et puis on va découvrir une initiative assez originale, je trouve, un projet d'école de fabrication. L'idée, c'est de relancer la production locale par un modèle éducatif très très concret. Tout à fait. Large sur le commerce africain, la CFCTA par exemple, et même un petit détour historique avec l'expérience turque d'industrialisation dans les années 30. Un mélange assez éclectique, on peut dire. Effectivement. Et l'objectif, c'est de saisir les défis économiques majeurs de la RCA, bien sûr, mais surtout d'analyser si une initiative comme cette école, elle peut représenter une voie viable pour le développement industriel là-bas. On va essayer de comprendre comment ce projet s'insère, ou peut-être ne s'insère pas, dans les grandes tendances continentales, et puis ce que les parallèles historiques peuvent nous apprendre sur ce genre de stratégie. En gros, donner quelques clés de lecture pour mieux comprendre la situation. D'accord. Alors commençons par la vue d'ensemble. Les données globales, celles de la source 3 pour la RCA sur 2013-2023, elles sont assez parlantes. Oui. Un déficit commercial chronique est vraiment conséquent. Et ce fameux ratio de couverture import-export, celui qui dit quelle part des imports est payée par les exports, il est terriblement bas. Ah oui, ça c'est un indicateur qui ne trompe pas. On divise simplement la valeur des exportations par celle des importations, et un ratio faible, ça signifie une forte dépendance extérieure. Oui. Pour la RCA, d'après la source 3, ce ratio il tourne souvent sous les 20%. Il y a même eu un plancher historique à 6,71% en 2014. 6%. Oui, 6,71%. Ça veut dire que les exportations finançaient moins de 7% des achats du pays à l'étranger cette année-là. Bon, en 2023, on était remonté à 15,29%. C'est mieux, mais C'est mieux, mais ça reste extrêmement faible, surtout si on compare à la moyenne africaine. La même année, elle était de près de 89%. Donc, 15%, c'est difficile à imaginer concrètement. Ok, allons voir dans le détail alors. Un secteur précis, les plastiques, le code HS39, c'est ça? Pour la nomenclature internationale. c'est ça, HS39. La source 1 nous donne les chiffres. Et là, les exportations de la RCA dans ce domaine, elles sont quasi symboliques. 8 000 $ seulement en 2023. Mhm. Et en face, les importations, elles pèsent lourdement. 17,5 millions de dollars. Donc le déficit, il dépasse les 17 millions. Et le ratio de couverture pour ce secteur précis, en 2023, il était de, attention, 0,05%. Ah oui, 0,05%. C'est à peine croyable, hein. c'est infime. Ça montre une dépendance quasi totale pour ces produits-là. Et le tableau, il est guère plus reluisant pour les produits de nettoyage code HS34, si on regarde la source 2. Malheureusement, non. Là aussi, exportation minimale, voire nulle, certaines années, 0 $ en 2020 et 2021. Bon, une petite reprise en 2023, 6 000 $ exportés, Oui, une petite reprise. mais les importations, elles sont bien là. 1,77 million de dollars en 2023. Ça illustre de manière frappante la dépendance pour des biens de consommation hyper courants, quoi. Exactement. Et ça révèle quelque chose de profond sur la structure économique du pays. Les produits de nettoyage, les articles en plastique, ce sont des biens de consommation de base, comme le disent les sources 7 et 11. On en a besoin tous les jours. Bien sûr. Le fait qu'un pays doive les importer massivement, ça montre une défaillance de l'appareil productif local. C'est pas que la demande n'existe pas. Au contraire, elle existe bien à l'intérieur du pays. Elle est nourrie par les importations. Voilà. Mais l'offre locale est quasi inexistante pour y répondre. Mhm. Et ces chiffres, finalement, ils ne sont que le reflet des défis structurels plus larges de la RCA qui sont évoqués dans la source 12. L'économie repose massivement sur quoi? Les ressources naturelles. Diamants, bois, un peu de café. Qui sont exportés bruts, sans transformation. Classique, malheureusement. Oui, les stratégies nationales affichent bien une volonté de diversification, notamment vers l'agriculture, l'élevage. Mais l'instabilité politique et sécuritaire chronique, ça sape tous ces efforts. C'est le problème majeur.
Exactement. Et puis, le développement des infrastructures de base, les routes, l'électricité, c'est indispensable, mais c'est très très lent. Du coup, la RCA fonctionne souvent avec des plans à court ou moyen terme, très dépendants de l'aide internationale, Oui, sans vision stratégique nationale vraiment à très long terme, du type Vision 2050, qui soit clairement articulée et surtout mise en œuvre. d'accord. Donc un tableau de dépendance assez sombre. Et c'est dans ce contexte-là qu'apparaît cette initiative, cette école de fabrication centrée sur les plastiques et les produits de nettoyage, Source 4. Une sorte de réponse micro à un problème macro, c'est ça? Explorons un peu cette idée. Oui, on peut voir ça comme ça. Le concept central est tel qu'il est présenté dans la source 4, c'est un transfert de savoir-faire technique, mais très ouvert. L'école formerait ce qu'ils appellent des étudiants qui seraient en fait de futurs entrepreneurs ou des employés qualifiés. D'accord. Ce qui est particulièrement intéressant, je trouve, c'est le modèle économique envisagé. L'école chercherait à s'autofinancer, au moins en partie, Ah oui, en vendant les produits fabriqués par les étudiants eux-mêmes pendant leur formation. C'est un pari assez audacieux quand même. carrément. Et l'objectif final, c'est quoi alors? C'est soit l'essaimage, c'est-à-dire aider les diplômés à créer leur propre micro-entreprise, soit l'employabilité directe dans d'éventuelles futures PME locales qui pourraient se créer. Et le parcours de formation, il est décrit comment? Ça a l'air très terrain, non? Oui, c'est l'impression que ça donne dans la source. Il y aurait une base théorique, bien sûr, des évaluations pratiques, et puis une immersion en production où les étudiants mettraient vraiment la main à la pâte, comme des ouvriers, c'est le terme utilisé, pour fabriquer les produits. D'accord. Le plan évoque même de filmer les sessions pour pouvoir partager les connaissances, et aussi une phase de vente directe pour qu'ils comprennent le marché. Il prévoit aussi un accompagnement pour ceux qui auraient des difficultés. Ça a l'air très concret, oui. Très concret. Et les produits ciblés, on sait ce que c'est exactement? Oui, c'est très précis. La section 2.2 de la source 4 donne la liste. Pour le nettoyage, ce sont 11 produits du quotidien. Nettoyant multisurface, eau de javel, liquide vaisselle, savon pour les mains, nettoyant vitres, adoucissant, dégraissant, shampoing pour tapis, nettoyant pour joints de carrelage et même de l'eau de Cologne. Assez varié. Ah oui, une gamme complète de produits de base. Et pour les plastiques? Pour les plastiques, 7 modules de formation sont prévus. Apprendre à trier les plastiques pour le recyclage, c'est important. Connaître les matières premières pour l'injection et le soufflage. Maîtriser le moulage par injection pour faire, par exemple, des bouchons. Et maîtriser le moulage par soufflage pour fabriquer des bidons, genre bidons de 5 à 30 litres. D'accord. C'est vraiment ciblé sur des besoins basiques qui ne sont pas satisfaits localement aujourd'hui. C'est là que ça devient vraiment intéressant, comme je dis parfois, se concentrer sur des choses aussi fondamentales. Et comment ils comptent mettre ça en œuvre, concrètement? Il y a des étapes définies dans le projet? Oui, tout à fait. La section 2.2 de la source 4 détaille un plan en 3 phases. Alors, À court terme, sur 3 mois, c'est la mise en place logistique. Trouver les locaux, recruter l'équipe, sélectionner la première promotion. Le plan parle de 30 personnes. Un représentant du secteur, 3 futurs formateurs, 9 futurs entrepreneurs et 17 futurs ouvriers qualifiés. ok, une petite promo pour commencer? Voilà. Et aussi créer un mécanisme pour aider au financement des projets des diplômés plus tard et choisir une marque pour les produits de l'école. D'accord. Phase 1, installation. Et ensuite? Ensuite, à moyen terme, sur 6 à 9 mois. Là, c'est le cœur de la formation de cette première promo. Et c'est là qu'ils lancent les premières ventes pour tester le modèle d'autofinancement. Le moment de vérité. Exactement. Ils délivrent les certifications et surtout, ils incubent les futurs entrepreneurs avec des modules spécifiques en gestion, vente, marketing. Le plan mentionne aussi de former les fournisseurs locaux potentiels, ce qui est intéressant. Oui, pour créer un petit écosystème. Et à long terme, disons après un an. À long terme, 12 mois et plus, l'école chercherait à obtenir des contrats de sous-traitance. Ils appellent ça façon dans le document, c'est-à-dire produire pour d'autres marques. Ah oui, du travail à façon. C'est ça, intégrer certains diplômés comme employés ou formateurs dans l'école elle-même, lancer l'aide au financement promise pour les startups des diplômés, et même publier des analyses sur les secteurs, basées sur leur propre expérience. L'ambition, c'est vraiment de créer un petit noyau autonome. Et la justification de ce projet, au-delà du constat de dépendance qu'on a fait au début, le plan d'affaires, la source 4, le dit comment? Très simplement en fait. La section 3.1 dit juste « ce sont des besoins quotidiens ». Et les chiffres qu'on a vus confirment l'absence quasi totale de production locale face à une demande interne qui est bien réelle, mais nourrie par les importations.
D'accord. Donc, le projet parie sur ce manque criant de fabricants et de compétences locales. C'est assez direct. Et ça semble aussi vouloir combler un vide, non? Par rapport au système d'éducation technique officiel? Vous avez mentionné la source 17. Oui, tout à fait. La source 17 dresse un portrait assez sombre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le TFP, en RCA. Il est très affaibli par les crises successives, il manque de moyens, et surtout, il semble assez déconnecté des besoins réels du marché du travail. Le problème classique de l'inadéquation formation-emploi. Exactement. Résultat, beaucoup de jeunes qui sortent sans les compétences vraiment recherchées et un chômage très élevé. Donc cette école de fabrication, avec son approche très ciblée, très pratique et peut-être plus agile, elle pourrait offrir une alternative intéressante. Même s'il faut être clair, ça reste à petite échelle pour l'instant. Bien sûr. Parlons maintenant un peu du contexte plus large. Pourquoi se focus sur les produits de nettoyage et les plastiques? Est-ce que c'est juste parce que l'importation est massive ou est-ce qu'il y a une autre raison, peut-être plus stratégique? Certaines sources qu'on a 7, 8, 10 suggèrent que le secteur du nettoyage pourrait être une sorte de secteur noyau, un moteur pour d'autres activités. Ah oui, ce qui est fascinant ici, c'est justement cet effet d'entraînement potentiel. La source 8 le détaille bien. Un secteur qui paraît simple, fabriquer du savon ou de l'eau de javel, peut en fait tirer plusieurs autres domaines industriels. Comment ça? Des enzymes, des parfums, des conservateurs. Et puis, la tendance vers des produits plus écologiques peut aussi stimuler l'innovation en chimie verte. D'accord, la chimie en amont. Quoi d'autre? Deuxièmement, le plastique, évidemment. On l'a vu, les emballages sont cruciaux. Des bouteilles fabriquées par soufflage, des bouchons, des gâchettes par injection. Ça crée une demande pour ces techniques de transformation plastique, pour les matières premières aussi, et ça pousse à innover sur les formes, les matériaux, le design des emballages. Logique. Chimie? Plastique? Troisièmement, la mécanique et l'automatisation. Pour produire en série, même à petite échelle au début, il faut des machines, des remplisseuses, des bouchonneuses, des étiqueteuses. Et surtout, pour fabriquer les moules qui sont nécessaires au plastique, que ce soit pour l'injection ou le soufflage, on a besoin de machines-outils de haute précision, souvent à commande numérique, les fameuses machines CNC. Ah oui, donc ça tire vers des compétences plus techniques. Exactement. Développer la production de plastique peut donc indirectement créer un besoin en compétences d'usinage de précision, de maintenance de ces machines, et enfin, quatrièmement, le recyclage. Évidemment. Qui dit emballage plastique dit déchets plastiques. Développer ce secteur rend d'autant plus nécessaire de mettre en place des filières pour collecter, trier et traiter ce plastique usagé. Ça ouvre la voie à une économie un peu plus circulaire. Donc, l'idée, c'est qu'en commençant par le nettoyage, on tire potentiellement la chimie, le plastique, la mécanique et même le recyclage. C'est ça. C'est un peu l'idée, oui. Ça rejoint une vision d'industrialisation par étapes qui est suggérée par les sources 7 et 10. Commencer par des biens de consommation simples, comme le nettoyage. Ça stimule des industries de support, plastique, chimie de base, maintenance mécanique. Et une fois que ces capacités sont un peu développées, on pourrait peut-être envisager des productions un peu plus complexes. Hmm. Ça fait écho aussi à un concept évoqué dans la source 7. Utiliser les ressources, y compris l'aide extérieure si elle existe, de façon très ciblée. Comme un système d'incitation au goutte à goutte. On renforce des maillons précis de la chaîne de valeur, plutôt que de vouloir tout faire d'un coup, ce qui est souvent voué à l'échec dans ces contextes. D'accord, une approche progressive. Et dans ce tableau, il y a l'acteur continental. La zone de libre-échange continentale africaine, l'AFCFCTA, la source 5 en parle. L'objectif est énorme, un marché unique de 1,4 milliard de consommateurs. Oui, c'est colossal. Les chiffres donnés dans la source sont vertigineux. En 2023, l'ensemble des pays de la zone ont importé pour 3,5 milliards de dollars de produits de nettoyage 3,5 milliards. et 26,6 milliards de dollars de plastique. Alors pour une petite industrie qui essaierait de naître en RCA, grâce à cette école par exemple, l'AFCFTA, c'est une chance ou c'est plutôt un danger, une menace? Ouais, c'est l'éternelle question pour les économies les moins avancées quand on parle de libéralisation. L'AFCFTA, comme le dit la source 5, son but c'est de faire tomber les barrières douanières, on parle de 90% des lignes tarifaires à terme, et aussi les barrières non tarifaires, tout ce qui est procédures, normes, etc., entre les pays africains, pour booster le commerce intracontinental. Et les projections sont optimistes, non? Oui, la Banque mondiale projette une augmentation de plus de 80% de ce commerce d'ici 2035, surtout dans le secteur manufacturier. Mais pour la RCA, et pour cette initiative d'école en particulier, la priorité absolue à court et moyen terme, c'est le marché intérieur,
Remplacer les importations. Exactement. Remplacer les importations actuelles par une production locale, c'est déjà un défi immense. Mais imaginons, à plus long terme, si ça marche, si des entreprises se créent, si elles produisent de la qualité. Alors, oui, la CFTA représente un potentiel marché d'exportation gigantesque. C'est vrai. Mais soyons réalistes. Avant d'en arriver là, il faudrait surmonter d'énormes obstacles internes à la RCA. Les infrastructures de transport quasi inexistantes, le coût de l'énergie qui est prohibitif, l'environnement des affaires qui reste compliqué, Sans parler de la concurrence. et sans parler de la concurrence des pays africains déjà plus industrialisés, l'Afrique du Sud, le Kenya, le Nigeria, l'Égypte, le Maroc, qui eux aussi voient la CFTA comme une opportunité pour leurs propres entreprises. Donc pour l'instant, pour la RCA, c'est plutôt un objectif lointain, voire même une source de concurrence potentielle sur son propre marché local si les barrières tombent trop vite et que les produits importés d'autres pays africains deviennent moins chers. C'est clair. D'autres sources nous donnent des éclairages un peu différents, historiques ou conceptuels. La source 9, par exemple, mentionne l'expérience de la Turquie dans les années 30. Oui, le premier plan quinquennal turc, 1934-38, c'était une approche très étatiste, avec des entreprises publiques comme Sümerbank, qui ont été créées pour lancer une industrialisation basée sur la substitution d'importations pour les biens de première nécessité comme le sucre, le textile, un État très interventionniste. Et il y a aussi des sources plus récentes, des vidéos YouTube apparemment, sources 13 et 15, qui proposent des concepts un peu dans cette veine, non? Oui, des idées comme celle de l'entrepreneur industriel. L'idée serait d'identifier des individus capables et de les soutenir très activement, financièrement, techniquement. Ou encore, un institut d'industrialisation, une structure publique ou parapublique, qui ferait tout le travail en amont. Études de marché, faisabilité technique, montage financier, pour préparer des projets industriels clés en main. Et ensuite, Et ensuite, ces projets seraient confiés à des entrepreneurs sélectionnés avec un suivi, un mentorat très rapproché. C'est une vision assez dirigiste aussi. Et cela soulève une question importante, je pense. Quel est le modèle le plus adapté pour un pays comme la RCA aujourd'hui? Est-ce qu'il faut un État stratège fort, puissant, comme dans la Turquie des années 30, ou comme le suggèrent ces concepts modernes? ce qui semble difficile vu la situation actuelle de l'État centrafricain. Exactement. Ou bien, est-ce que, compte tenu de cette fragilité de l'État, une initiative plus privée ou associative, hyper locale comme cette école de fabrication, qui est portée selon le plan par une association internationale des entrepreneurs et des partenaires locaux, est-ce que ce modèle par le bas est plus réaliste, même si son échelle est par définition beaucoup plus limitée au départ? C'est un débat crucial, je crois. Oui, le rôle de l'État versus l'initiative privée ou associative. Alors, que retenir de tout cela, finalement? On a vu cette dépendance économique criante de la RCA, illustrée par des chiffres vraiment chocs sur l'importation de produits aussi basiques que les détergents et les plastiques. C'est ça. Face à ça, on a décortiqué le projet d'école de fabrication, une initiative très concrète, très ancrée localement, qui mise sur le développement des compétences pratiques et sur l'autofinancement par la production, une sorte de pari sur le micro-entrepreneuriat et le savoir-faire technique. Oui, une approche pragmatique. Et on a aussi exploré pourquoi le choix de ces secteurs, nettoyage et plastique, n'est peut-être pas anodin, avec ses effets d'entraînement potentiels sur la chimie, la mécanique, le recyclage, qui pourraient créer des synergies intéressantes, du moins en théorie. Hmm. Et on a replacé tout ça dans le contexte plus large, des défis structurels immenses de la RCA, des différentes stratégies de développement possibles et de cet environnement commercial africain en mutation avec la CFTA et ses ambiguïtés pour les pays les plus fragiles. Oui, Au fond, cette exploration nous offre un cas d'étude assez fascinant sur les dilemmes du développement dans un contexte de fragilité extrême. On y voit bien le contraste entre l'ampleur des problèmes macroéconomiques que les données brutes révèlent sans pitié c'est clair. et une proposition de solution qui est très micro, très spécifique, très locale. Ça illustre bien qu'il n'y a sans doute pas de recette miracle, mais plutôt une nécessité d'innover, d'expérimenter et d'adapter les approches aux réalités du terrain. Tout à fait. Et pour conclure, peut-être une question qui reste en suspens pour la réflexion de nos auditeurs. Dans un pays où l'État a des capacités si limitées, où les ressources manquent si cruellement, et où, historiquement, les grands plans d'industrialisation par le haut ont souvent échoué, est-ce qu'un modèle comme celui de cette école, hyper local, misant sur l'autonomie, focalisé sur les besoins immédiats et le renforcement des compétences de base, est-ce que ça pourrait être un point de départ plus pertinent, plus résilient pour amorcer un développement économique?
C'est la grande question. Ou bien est-ce que cette approche par le bas, aussi ingénieuse soit-elle, restera inévitablement trop marginale pour vraiment changer la donne, sans une amélioration massive et préalable des institutions, des infrastructures et de la gouvernance globale du pays? Une question complexe.